Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 8e webinaire de l'AGBio, où Clémence va essayer de nous expliquer comment lever les freins autour du génie végétal avec son côté un peu multiculturel. Donc, on va un peu voyager aujourd'hui en allant de l'autre côté de l'Atlantique pour essayer de comprendre en fait des pratiques, on va dire, de l'autre côté de l'Atlantique qui sont au Canada. Alors, Clémence Moreau est une chercheuse en géographie sociale de l'environnement qui a fait, c'est une post-doctorante, si je ne dis pas de bêtises, Clémence, j'essaierai de te présenter plus clairement derrière, qui a fait un doctorat à l'INRAE, en fait, et qui est maintenant à l'Université de Laval en tant que post-doctorante et qui travaille sur des sujets qui sont autour du génie végétal. Je vais te laisser présenter ça, Clément. Je dis deux mots sur la GBio, en fait, quand même, auparavant. Alors, la GBio, c'est une association qui a pour but de promouvoir en France l'utilisation des techniques de génie biologique et de génie végétal sur différents terrains d'application. Donc, ça concerne le contrôle, la stabilisation et la gestion des sols 0D, la restauration, la réhabilitation ou la renaturation de milieux dégradés, et la phytorémédiation ou la phytoréhabilitation de milieux également. Voilà. J'en ai assez dit pour aujourd'hui. Clémence, tu as aujourd'hui euh, une quarantaine de minutes en fait pour présenter un peu tes recherches. Et puis on vous proposera en fait une quinzaine de minutes de questions-réponses pour ceux qui le veulent. Si jamais vous pouvez éventuellement poser vos questions dans le chat et comme ça on les prendra par ordre chronologique et Clémence essaiera d'y répondre tout à l'heure en fin de session. Merci à tous. Clémence, c'est à toi. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais partager mon écran. Merci pour cette introduction, puis surtout merci pour l'invitation. J'ai vu qu'il y avait des gens qui s'étaient inscrits de part et d'autre de l'Atlantique, donc je pense que c'est chouette. Puis n'hésitez pas donc dans la deuxième partie à faire part aussi de vos retours d'expérience. Je pense que ça intéressera toute la communauté. Donc aujourd'hui, on est là pour parler des freins et leviers autour du génie végétal avec une perspective autour des sciences sociales. Donc, en introduction, je vais vous présenter un peu ce que peuvent apporter les sciences sociales pour mieux comprendre le génie végétal. Parce que c'est assez original, on va dire. D'habitude, voilà, c'est pas forcément abordé par ce prisme-là. Euh, et l'autre objectif, c'est d'avoir un échange multiculturel entre la France et le Québec. Et pour ça, je vous propose de vous mettre dans la peau d'un Québécois qui irait en France ou d'un Français qui irait au Québec. Et il y a plein de choses qui vous surprendraient certainement. Donc, c'est ce qu'on a fait. En fait, on a organisé deux projets dans le cadre d'un projet de coopération franco-québécois. Donc, il y a une délégation de praticiens français qui est venue au Québec en juin de l'année dernière. Et inversement, on était une délégation de Québécois ou assimilés québécois à se rendre en France pour visiter des ouvrages de génie végétal. Donc, les premières choses qui nous surprennent, évidemment, c'est certainement lié aux contraintes physiques et les contraintes du milieu. Donc, par exemple, on a visité un grand projet de stabilisation dans la ville de Québec, au Québec, donc directement sur le fleuve Saint-Laurent. Donc là, vous imaginez, en hiver, il y a la glace, mais toute l'année, il y a aussi le courant, il y a des vagues de bâtillage, donc des vagues de navigation. L'eau est encore salée, puisque voilà, on a l'influence atlantique. Donc toutes ces contraintes demandent d'adapter les techniques à des contraintes tractrices qui sont très fortes. Et inversement, en France, on a visité une fascine expérimentale qui a été faite à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc là, il y avait aussi toutes les questions autour du choix des espèces, de pouvoir identifier des espèces qui soient capables de résister à une telle altitude sans perdre toutes leurs capacités qu'on leur cherche, donc les capacités de stabilisation du sol. Donc là, on est vraiment dans les deux disciplines maîtresses du génie végétal, donc l'ingénierie d'une part et puis l'écologie de l'autre. Et c'est absolument pas ce dont on va parler aujourd'hui. C'est complètement en dehors de mon champ de compétences. Mais alors, pourquoi on convoque en fait les sciences sociales autour du génie végétal? C'est qu'en fait, les projets de recherche que je vais vous présenter, ils sont nés du constat qu'on aura beau aller aussi loin qu'on veut en termes de techniques. On peut avoir les techniques les plus abouties en termes d'ingénierie. On peut avoir exploré toutes les espèces et avoir des connaissances très fines en écologie.
il va rester des freins et donc des leviers qui vont être d'ordre social ou d'ordre culturel. Et tant qu'on n'aborde pas ces freins, eh ben, on ne pourra pas développer le génie végétal autant qu'on veut. Donc aujourd'hui, on va aborder 4 thématiques. Donc évidemment, il y en aurait d'autres, mais aujourd'hui, on va en aborder 4. Des thématiques des sciences sociales qui peuvent nous aider à mieux comprendre le génie végétal et à identifier des marges de manœuvre. Donc on va parler de la perception de la population. Est-ce que la population a confiance dans ces techniques? Est-ce qu'elle trouve que ces berges sont esthétiques, par exemple? Est-ce que ça leur permet de faire les loisirs qu'ils avaient l'habitude de faire sur les berges? On va également parler de la réglementation. Est-ce que la réglementation incite à aller vers le génie végétal ou est-ce qu'au contraire, elle décourage et indirectement, elle favorise plutôt le génie civil? Comment sont partagées les responsabilités et les tâches entre les différents professionnels de la filière qui vont intervenir dans les ouvrages de génie végétal? Et enfin, quels sont les paradigmes de gestion, c'est-à-dire quelle est un peu la philosophie qui sous-tend le génie végétal et est-ce que c'est la même que celle qu'on met en œuvre quand on pratique le génie civil? Donc ça, c'est les 4 thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Et les résultats que je vais vous présenter, ils sont issus de 2 projets de recherche. Donc le premier projet, c'était un projet qu'on a fait en France, donc qui était piloté par André Yvette et Marie-Lise Côté, donc de l'INRAE et du CNRS, qui s'appelait le projet Génie-Eau. Et le but, c'était de comprendre comment on pouvait développer le génie végétal en ville. Donc en ville, en même temps, on en a particulièrement besoin pour la santé mentale, pour restaurer de la biodiversité dans un environnement qui est très artificialisé. Et en même temps, c'est très compliqué de faire du génie végétal parce qu'il y a des infrastructures partout. Donc c'est un projet de recherche qui avait un volet en géographie sociale et un autre en écologie. Donc, pour le volet sciences sociales, j'ai rencontré 17 personnes qui travaillent à différentes étapes des projets de génie végétal à travers des entretiens semi-directifs. Donc, on leur pose des questions ouvertes pour mieux comprendre leurs pratiques. Et on avait également un volet qui mêlait écologie et enquête quantitative. Je vous présenterai plus en détail ce volet-là juste après. Suite à ça, donc, ces résultats du projet Génio ont été présentés au Québec et devant une assemblée de praticiens. Et ça a attiré l'attention des praticiens qui se sont dit, mais on a un peu les mêmes problématiques au Québec et on aimerait bien avoir ce genre de projet au Québec. C'est notamment le MPO. Donc le MPO, c'est le ministère Pêche et Océan Canada qui est en charge, qui contribue à la réglementation autour des rivières, donc qui est directement impliqué autour du génie végétal. Et donc, ils se sont saisis de l'occasion et on a monté un projet avec eux. Donc ça, c'était le projet FLAG, donc, qui était sous la forme de mon post-doctorat. Donc sur les freins et leviers au génie végétal. Là, il y avait uniquement de la géographie sociale. Par contre, il y avait un volet animation de la communauté de pratique. On a organisé un colloque, on a organisé une visite technique, un atelier participatif. Donc ça, c'était en partenariat avec la SQP, donc la Société québécoise de phytotechnologie. Donc sur le volet recherche, là aussi, c'était la même méthodologie. J'avais des entretiens semi-directifs, donc j'ai rencontré 35 personnes et on a ciblé autour de 3 projets de stabilisation de berges, dont je vous reparlerai juste après. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter globalement un peu notre approche et puis nos projets de recherche. Et donc le premier facteur que je vous propose qu'on explore ensemble, c'est la perception de la population. Donc là, c'est un volet qu'on a fait uniquement en France, donc je ne pourrais pas comparer avec le Québec. Et l'objectif, c'était de comparer les services écosystémiques rendus par les ouvrages, donc ce qu'on pouvait observer avec un regard d'écologue, mesuré concrètement sur le terrain, avec les services écosystémiques perçus par les habitants. Et l'idée, c'était de voir si les habitants déjà avaient conscience de tous les services écosystémiques qui étaient rendus par ces ouvrages, et d'autre part, si des berges végétalisées, donc avec des ouvrages de génie végétal, pouvaient correspondre à leurs attentes. Donc pour ça, il y avait d'abord un protocole en écologie. Donc mes collègues écologues ont échantillonné 12 ouvrages qui allaient de l'enrochement au génie végétal. Ils ont fait des relevés de terrain, donc pour mesurer la connectivité, des relevés floristiques, le contexte urbain, etc. Et ils ont mesuré 4 variables en écologie, donc la végétation, la biodiversité, la connectivité et l'ombrage. Parallèlement, il y avait un autre protocole donc en sciences sociales, en géographie sociale. C'était une enquête par photo-questionnaire. Donc là, il y a eu près de 500 personnes qui ont répondu
en ligne et on leur présentait des photos. Donc là, c'est la partie que vous voyez à droite. Donc on leur demandait, on leur avait une photo et puis on leur demandait est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Cette berge constitue un beau paysage, cette berge est vulnérable à l'érosion, cette berge est adaptée au loisir. Donc ce qu'on cherchait à mesurer avec ça, c'est 3 variables en particulier, la valeur esthétique des berges, la valeur de vulnérabilité, donc la capacité des ouvrages de génie végétal à efficacement protéger contre l'érosion, et la valeur récréative. Est-ce que ces berges nous permettent de faire de la marche à pied, de la pêche, du vélo, voilà. Et donc l'objectif, c'était de croiser ces 2 jeux de données. Donc, globalement, les résultats, ils montrent que l'évaluation du succès est globalement favorable au génie végétal. Donc, quand on leur demandait, selon vous, quelle est la protection de berge la plus réussie, vous voyez que les 3 réponses qui venaient le plus souvent, c'est les photos que vous avez là, c'est vraiment les berges qui étaient le plus végétalisées. Et à l'inverse, quand on leur demandait la moins réussie, les répondants donnaient majoritairement cette berge donc, qui est totalement minérale. Donc, on voit que globalement, les berges qui sont stabilisées avec génie végétal sont considérées plus réussies que celles qui vont être stabilisées avec le génie civil. Quand on va creuser un petit peu derrière ce résultat, comment expliquer plus réussi, qu'est-ce que ça veut dire vraiment concrètement? C'est là qu'on a croisé les 2 jeux de données. Donc, vous avez en ligne les variables sociologiques et puis en colonne, les variables écologiques. Donc, la première ligne, c'est la valeur esthétique. Et là, vous voyez que les courbes sont très linéaires. Donc, ça montre que plus la berge est végétalisée, plus il y a de connectivité, plus il y a de richesse spécifique, plus les berges sont considérées comme esthétiques. Donc, on voit vraiment l'importance de la végétation et de la diversité végétale pour l'appréciation esthétique des berges. La deuxième variable qu'on a cherché à mesurer, c'était la variable récréative, la valeur récréative. Et là, vous voyez que sur les 2 premières cases, là, la courbe, elle suit une forme de cloche. C'est-à-dire que la végétation, elle contribue à la valeur récréative jusqu'à un optimum. Et après, si on dépasse cet optimum, si on a davantage de végétation, on voit que ça peut nuire à la valeur récréative. Donc ça veut dire que quand il y a une végétation qui est trop dense, eh ben, on considère que c'est négatif pour tous les loisirs qu'on peut avoir autour des berges. Et enfin, pour les variables de la valeur de vulnérabilité, là, alors je ne sais pas si vous voyez bien, sinon je vais vous expliquer. En fait, vous avez 3 courbes différentes et autant sur les autres, elles sont plus ou moins proches, autant là, elles sont assez distinctes. Donc en fait, ça correspond au niveau d'expertise déclaré des répondants. Donc vous voyez que par exemple, sur la variable de végétation, la courbe la plus foncée, celle qui est en bas, ça correspond aux gens qui ont un niveau d'expertise élevé. Et alors, selon eux, finalement, comme la courbe est assez plane, la végétation influe pas tellement sur le sentiment de vulnérabilité. Ça veut dire que pour eux, les techniques de génie végétal sont au moins aussi fiables que les techniques de génie civil. Alors que pour les gens qui ont un niveau d'expertise plus faible, voire donc moyen, donc ça c'est la courbe au milieu, voire aucune expertise en environnement, plus il y a de végétation, plus la valeur de vulnérabilité augmente. Ça veut dire qu'ils trouvent que les techniques de génie végétal sont plus risquées que celles du génie civil et que eux n'auraient pas forcément confiance dans ces techniques pour, par exemple, protéger leur propre habitation. Donc, ce que ça nous a appris, cette enquête, sur la perception que les habitants peuvent avoir du génie végétal, donc c'est que globalement, il y a une perception positive, déjà de façon générale, puisqu'on voit que les berges les plus réussies pour eux sont celles qui sont le plus végétalisées, mais surtout concernant la valeur esthétique et récréative. Après, il y a quand même des réticences. Il peut y avoir, si la végétation est trop dense, des difficultés d'accès, donc d'accès visuel, et aussi pour l'usage récréatif. Et il y a aussi un sentiment de vulnérabilité face au risque d'érosion. Donc là, c'est ce qu'on disait, particulièrement pour les gens qui n'ont pas d'expertise en environnement. Donc ça veut dire que, là, je rappelle que le projet il se focalisait vraiment sur les zones urbaines. Donc en milieu urbain, c'est très important d'avoir un compromis entre des berges végétalisées qui vont imiter les modèles naturels et puis quand même garantir l'accès visuel et l'accès physique au cours d'eau. Donc ça peut passer par des aménagements spécifiques. Ça peut être par exemple de l'entretien d'un sentier, ça peut être des trouées visuelles pour qu'on puisse voir le cours d'eau de temps en temps. Et l'entretien régulier de la végétation aussi, parce qu'il faut savoir que
Une berge végétalisée, par exemple, ça peut faire un écran végétal, donc bloquer complètement la vue, ou alors une végétation tellement dense qu'on ne pourra pas pénétrer. Donc là, on est vraiment en milieu urbain, on est vraiment dans cette logique de compromis entre les attentes des habitants et puis l'idéal un peu du génie végétal qui est d'imiter les modèles naturels. Donc ça, c'était pour le premier facteur qui avait trait à la perception de la population. Le deuxième facteur, on va parler de réglementation. Alors là, ça, c'est un volet qu'on a, à l'inverse, plus creusé au Québec qu'en France. Et donc, quand on est venu en France avec notre délégation de Québécois, on a visité donc, cet ouvrage qui est sur les berges de la Buèche. Et on a vu, donc, l'objectif, c'était de stabiliser une décharge, parce qu'en fait, la décharge s'érodait, et donc les déchets qui étaient enfouis dans le sol de la décharge se jetaient dans le courant. Donc, c'était des ouvrages low-tech, vraiment assez rustiques. Donc, il y avait un peigne, 2 épis, et puis il y avait un cône de déjection qui avait été reconstitué. Donc ça supposait de mettre des bois morts, des minéraux dans le cours d'eau directement. Et donc les Québécois ont demandé aux Français comment ça s'était passé au niveau des autorisations. Et donc les praticiens français nous ont expliqué qu'ils avaient demandé des autorisations nécessaires, mais il n'y avait pas eu d'enjeu, pas de difficulté particulière à ce niveau-là. Donc là, il y a les yeux des Québécois qui sont sortis de leur orbite parce que en fait, tout ce qui concerne l'empiètement au Québec est très cadré et c'est vraiment un point d'achoppement quand on parle de génie végétal. Donc là, je vais prendre un peu le temps d'expliquer le vocabulaire parce que le vocabulaire est assez différent en France et au Québec. Même si on a la même langue, on n'utilise pas toujours les mêmes mots pour les mêmes choses. Donc, au Québec, on a ce qu'on appelle la limite du littoral qui va différencier la partie terrestre de la berge et la partie aquatique, donc c'est-à-dire le milieu hydrique ou l'habitat du poisson. Si on empiète dans le littoral de la berge, donc si on intervient en remblai, qu'on rajoute du matériau dans le milieu hydrique et ou dans l'habitat du poisson, on a besoin d'autorisation provinciale ou fédérale. Et des mesures de compensation peuvent être exigées parce qu'en fait, la philosophie derrière ça, c'est de se dire, bah, si j'interviens en remblai dans le littoral, je perds une certaine surface qui était utile pour l'habitat du poisson, je perds les fonctions associées et donc il est nécessaire de les compenser. Ça peut être des compensations financières ou des compensations via des projets de restauration. Donc ça, c'est le cadre général. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Et il faut savoir aussi que les analystes, donc dans les ministères fédéraux ou provinciaux, ont quand même une marge de manœuvre sur l'interprétation de ces règlements. Et ils peuvent aussi juger qu'un projet, même s'il empiète, ne justifie pas de mesures compensatoires. Voilà, s'il y a des aménagements qui ont été faits, si l'empiètement a été réduit au maximum, etc. Eux, ils ont quand même une liberté d'interprétation. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est très fréquent que les ouvrages de génie végétal empiètent. Peut-être même encore plus fréquent que les ouvrages de génie civil. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le retalutage. En fait, les ouvrages de génie végétal ne tolèrent pas une pente aussi verticale que les ouvrages de génie civil. Donc, vous allez devoir adoucir la pente. Si vous pouvez rogner sur la partie haute de la rive, bah, vous allez pouvoir adoucir dans ce sens-là. Sinon, il va falloir empiéter dans le cours d'eau. La deuxième raison, c'est des clés d'enrochement donc, qui sont souvent utilisées. Et enfin, il y a certaines techniques où il y a systématiquement des éléments immergés. Donc, vous avez, ça c'est l'illustration que vous avez ici, par exemple, les root wads, donc, qui consistent à immerger un arbre mort, voilà, qui peuvent être aussi considérés comme des empiètements. Et en fait, donc, pour les praticiens, ils considèrent, selon leur point de vue, que cette réglementation sur l'empiètement est assez contraignante et ils vont mettre en place différentes stratégies pour s'adapter à cette réglementation. La première solution, donc ça c'est le projet, je vous avais montré la photo tout à l'heure, là directement sur le fleuve Saint-Laurent de la plage Jacques-Cartier. Ils ont réussi à faire une adaptation technique en encastrant une partie des ouvrages, donc en travaillant vraiment à l'intérieur de la berge, pour que finalement le profil de berge ne soit pas affecté. Donc ça, quand c'est possible, c'est une adaptation technique qui est assez satisfaisante, à la fois pour les concepteurs d'ouvrages et à la fois pour les analystes dans les ministères. Là, que ce soit au provincial ou au fédéral, ils ont estimé qu'il n'y avait pas d'empiètement et que donc il n'y avait pas de compensation qui était requise. L'autre stratégie d'adaptation, c'est de réaliser des ouvrages très verticaux, donc qui n'empiètent pas. Mais ça, c'est une solution qui est souvent adoptée par les praticiens, mais qui est assez frustrante parce que finalement, on a des ouvrages qui sont très loin des modèles naturels.
voilà, qui sont beaucoup moins intéressants d'un point de vue de la biodiversité. Et on s'éloigne un petit peu de la philosophie du génie végétal qui est plutôt à l'inverse d'imiter les modèles naturels. La deuxième stratégie qu'on voit souvent, c'est donc d'éviter la réglementation. Donc, il faut savoir que certains ouvrages ne sont pas assujettis à certaines réglementations. Donc là, je ne suis pas rentrée dans le détail de tous les règlements parce que c'est forcément complexe et puis j'aurais peur de vous perdre en route. Mais par exemple, il y a un règlement au niveau provincial qui s'applique uniquement pour des ouvrages de plus de 50 mètres. Et donc là, dans un des projets que j'ai étudié, les ouvrages faisaient 48 mètres de long. Donc ça, c'est une stratégie qui est très souvent adoptée aussi, mais qui est également assez frustrante pour les praticiens parce qu'ils ont l'impression qu'on aboutit à une multiplication de petits projets qui ont déjà peut-être moins d'impact sur la dynamique sédimentaire et qui sont peut-être moins intéressants aussi d'un point de vue écologique que d'avoir un grand projet cohérent qui serait pensé à une échelle plus vaste. Et enfin, la dernière stratégie, enfin je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une stratégie, mais en tout cas le dernier scénario, c'est des scénarios de renoncement à des projets. Donc ça, c'est des cas qui sont quand même assez rares, mais qui existent. Où en fait, donc ça, c'est le troisième cas d'étude qu'on a étudié. Donc c'était c'était de protéger une route qui était au bord d'une rivière, donc la rivière Nicolette. Et la berge s'érodait petit à petit. Et donc, c'était le ministère des Transports, donc qui gère cette route, qui a imaginé ce projet de stabilisation. Et c'est un projet qui était pensé comme un projet pilote. Donc l'objectif, c'était, oui, bien sûr, de stabiliser la route, mais aussi de tester des techniques de génie végétal. Et puis à la fin, d'avoir une vitrine qui permette de motiver aussi tous les acteurs au Québec en se disant, ben voilà, c'est possible de faire du génie végétal. Il y avait des empiètements qui étaient prévus, donc des clés d'enrochement principalement. Et donc il y avait 3 ministères qui devaient donner leur autorisation. Et ça a été compliqué d'en convaincre surtout un qui continuait à exiger des compensations, même si les 2 autres ministères exigeaient que le projet ne justifiait pas de compensation et qu'il était intéressant tel quel. Donc il y avait vraiment la difficulté à coordonner les exigences des ministères et à avancer aussi sur cette question de l'empiètement. Donc ce qui s'est passé, c'est que le projet n'a jamais vu le jour. Ça fait plus de 10 ans qu'il avait été imaginé. Pour l'instant, il est pas à l'ordre du jour. Il a été aussi mis un peu sous la pile des priorités du ministère des Transports qui a connu des coupures, etc. Donc, bon. Euh, donc, ce qui va se passer, enfin, ce qu'on pourrait imaginer qui va se passer, c'est que la berge continue à s'éroder et qu'au bout d'un moment, il faille agir en urgence. Et quand il faudra agir en urgence, là, ce sera plus le temps du génie végétal. Évidemment, on va aller au plus simple, au plus rapide et au plus sécuritaire, c'est-à-dire vers le génie civil. Et au-delà de ce projet en tant que tel, ça a eu aussi un effet un peu de découragement pour les praticiens. Il y a quelqu'un qui travaille donc, dans un des ministères qui m'a dit, mais moi, je me suis dit que si on n'y est pas arrivé avec ce projet-là, on n'y arrivera jamais. Parce que justement, c'était un projet pilote. Et même dans ce cas-là, on n'a pas réussi à trouver de solution pour mettre tous les ministères d'accord. Donc, il y a eu aussi un effet de découragement. Et donc, ces réflexions sur l'empiètement et la réglementation autour de l'empiètement, ça nous a amené à imaginer un nouveau concept qu'on a appelé la connectivité du territoire hydrosocial. Donc, je vais expliquer. En fait, on s'est inspiré de ce que voit un écologue quand il regarde une berge. Et pour lui, donc pour l'écologue, c'est vraiment un écotone. C'est-à-dire que c'est une zone de contact entre un milieu terrestre et un milieu aquatique. Et c'est vraiment le fait que ce soit une interface qui est intéressant d'un point de vue écologique. C'est ça qui apporte toute la biodiversité à ce paysage. Et si on compare à un ouvrage de génie civil, les techniques de génie végétal, c'est vraiment, ça restaure ou ça améliore ou ça maintient la connectivité latérale, donc entre le fond du lit et le haut de la rive, puisque les animaux, par exemple, vont pouvoir circuler plus facilement que dans un ouvrage de génie civil. Alors que si on regarde du point de vue du territoire hydrosocial, donc le territoire de l'eau avec toute la société qu'il y a autour, on s'aperçoit que le territoire est finalement plutôt fragmenté. On a comme deux espaces qui sont juxtaposés d'un point de vue réglementaire, la partie terrestre de la berge et la partie aquatique de la berge sur laquelle s'applique tout un tas de réglementations. Donc il y a vraiment besoin d'une vision plus intégrée du territoire et de prendre la berge comme un tout, plutôt que comme juste une addition de 2 milieux qui seraient superposés les uns aux autres. Et donc c'est pour ça qu'on a organisé un atelier avec des praticiens et des praticiennes pour essayer pas de changer la réglementation, hein, mais en tout cas qu'elle soit appliquée de la façon la plus ajustée possible, la plus ajustée au terrain, en prenant en compte la réalité de terrain, et aussi de voir un peu les marges de manœuvre qu'ont les analystes quand ils interprètent des dossiers.
Voilà, pour qu'on évite d'avoir des projets très intéressants qui ne rentrent pas dans les cases et donc qui soient refusés. Voilà, donc ça, c'était pour la partie réglementaire. Le troisième thème que je voudrais aborder avec vous, ça concerne le partage des responsabilités. Donc, quand vous allez faire un projet de génie végétal, il y a plusieurs personnes qui vont être impliquées. On pourrait en citer quatre, il y en aurait d'autres, hein, mais les quatre principaux, ce serait donc le donneur d'ouvrage ou le maître d'ouvrage, donc la personne qui va commander l'ouvrage, le concepteur ou le maître d'œuvre, donc la personne qui va concevoir l'ouvrage, la firme de construction qui va le réaliser, et puis les analystes ou plus généralement les organismes réglementaires qui vont donner des autorisations. Les tâches ne sont pas réparties de la même façon en France et au Québec, et ce ne sont pas les mêmes enjeux non plus. Donc en France, il n'y a pas d'encadrement légal de la pratique du génie végétal, donc vous pouvez concevoir un ouvrage de génie végétal sans être rattaché à un ordre particulier, sans forcément avoir un diplôme voilà, spécifique. Ce n'est pas cadré par la loi. Ce qui se passe par contre, c'est qu'en général, le maître d'œuvre ou le constructeur offre une garantie concernant la reprise végétale. Donc là, ce n'est pas le fait que l'ouvrage tienne, c'est vraiment le fait que les végétaux reprennent. Donc ça peut supposer par exemple des travaux correctifs, arracher certains plants pour que d'autres se développent, arroser, etc. Replanter s'il y a eu de la mortalité. Cependant, généralement, ces garanties ne couvrent pas des événements exceptionnels, comme une crue centenale, par exemple. Et donc, finalement, il y a une négociation entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage qui peut aboutir à un risque de surdimensionnement. Donc là, je vous ai mis un extrait d'un entretien. Donc, je discutais avec quelqu'un qui travaillait dans un syndicat de rivière. Donc, c'est le commanditaire de l'ouvrage, donc le maître d'ouvrage. Et je lui demandais qui conçoit les ouvrages et comment ça se passe dans les discussions avec le bureau d'études. Et il me répond, je vous laisse un peu imaginer le genre de discussion. Le client demande à son architecte de lui mettre en place une technique moins résistante, tout en lui disant, tu garderas quand même la responsabilité si jamais ça se barre. C'est des discussions qui sont souvent complexes parce que chacun défend son bout de gras. Et même si c'est le syndicat de rivière le client, c'est souvent celui qui dimensionne qui a le dernier mot. C'est ce que je déplore dans la logique de fonctionnement via bureau d'études, c'est qu'on a souvent ceinture et bretelles. Donc là, vous voyez vraiment un frein majeur qui va être le fait que les concepteurs d'ouvrages se protègent évidemment au maximum, vu que ce sont eux les responsables s'il y a un dommage. Et ça peut aboutir à du surdimensionnement ou alors aller vers des techniques qui sont peut-être moins innovantes que des techniques de génie végétal pur. Au Québec, la situation est très différente. Globalement, c'est beaucoup plus encadré. Déjà, il y a un encadrement autour du vocabulaire, donc pour le mot génie. Le mot génie ne peut pas être appliqué à une entreprise, donc vous ne pouvez pas appeler votre entreprise, par exemple, ABC Génie Végétal, puisque le terme génie se rapporte à des personnes, donc à des professionnels qui font partie de l'ordre des ingénieurs et non pas à une entreprise. Et la deuxième chose, c'est que pour l'exercice de la profession, donc vous ne pouvez vous revendiquer ingénieur que si vous êtes membre de l'OIQ, donc l'Ordre des ingénieurs du Québec. Et là, il y a aussi une espèce de zone grise. Donc, ingénieur, c'est sûr que c'est protégé. Expert en génie végétal, ça peut être aussi sujet à caution parce que vous ne pouvez pas laisser croire aux autres personnes que vous êtes ingénieur si vous ne l'êtes pas. Et donc, il y a des cas un peu limites où, par exemple, un biologiste qui travaillerait sur le génie végétal depuis 20 ans ne peut pas forcément se revendiquer expert en génie végétal. Donc, il y a une attitude qui est assez précautionneuse, voire méfiante vis-à-vis du terme de génie végétal. Et c'est pour ça qu'au Québec, on utilise beaucoup le terme de phytotechnologie, donc qui est très peu utilisé en France, pour justement avoir plus de latitude dans l'utilisation du mot. Maintenant, en ce qui concerne les pratiques vraiment de concevoir un ouvrage de génie végétal, c'est également très cadré et la loi sur les ingénieurs dit qu'il faut qu'un ingénieur conçoive les ouvrages de stabilisation de berge dans deux cas de figure, s'il y a des travaux de structure et s'il y a une modification du cours d'eau, donc si on affecte ou qu'on modifie la géométrie. Il y a une exception, c'est que si on réalise des travaux de structure qui n'utilisent que des techniques végétales, l'ingénieur n'est pas forcément requis.
Dans les faits, c'est très rare en fait que des travaux de génie végétal ne requièrent pas un ingénieur parce qu'il y a très souvent des matériaux inertes qui sont utilisés, de la roche par exemple. Et puis on modifie également souvent la géométrie du cours d'eau parce que par exemple, j'en parlais tout à l'heure, en cas de retalutage. Donc finalement, les ingénieurs sont requis dans la très grande majorité des cas. Et quand j'interrogeais un peu les gens autour du partage des tâches entre ces différents professionnels, il y a plusieurs idées qui sont revenues. Donc la première, c'était l'idée de mariage. Donc là, vous voyez quelqu'un qui dit, pour réussir à faire avancer le génie végétal, il faut absolument que le mariage entre environnement et ingénierie s'effectue. Donc là, c'est l'idée qu'en fait, environnement et ingénierie, ce seraient deux disciplines complémentaires. Voilà, un mariage, c'est fécond, c'est positif, c'est une association de deux choses différentes mais complémentaires. Donc ça, c'était la première idée. On la retrouve très souvent, hein, l'idée de mariage ou d'harmonie ou de... L'autre idée qui est un peu plus rare, mais que je trouvais très intéressante, c'était l'idée de vide. Donc c'est quelqu'un qui dit, pour l'ingénierie avec les plantes, on tombe dans un petit néant, on se retrouve avec une expertise qui tombe entre trois chaises, entre l'agronome, l'ingénieur et l'ingénieur forestier. Et il faudrait une espèce d'hybride biologiste-ingénieur pour être capable de s'attaquer à ce domaine-là. Donc là, dans l'idée de ce vide, c'est l'idée de se dire, ben, en fait, personne n'y va vraiment dans le champ du génie végétal. Les ingénieurs, en fait, c'est pas leur culture, c'est pas leur façon de voir les choses, c'est pas leur compétence non plus. Les plantes, ils n'ont pas forcément eu des formations sur ça. Donc eux, ils vont plutôt naturellement s'orienter vers le génie civil. Les biologistes, ils sont limités aussi par la loi. Et finalement, ça fait un espèce d'espace un peu vacant où aucun professionnel n'ose vraiment s'engager. La troisième idée, c'est au contraire, c'est un espace de concurrence où il y a beaucoup de... Les gens sont très investis avec des rapports de force aussi qui s'instaurent. Et c'est un rapport de force qui est vécu du point de vue des biologistes comme très défavorable. Donc eux, ils ont vraiment le sentiment que les ingénieurs, là c'est quelqu'un qui dit par exemple, l'ingénieur a le dernier mot, au niveau légal, il a tous les pouvoirs. Bon, la formulation est un peu forte, hein, au niveau légal, il n'a pas tous les pouvoirs, mais il a en effet, il a certains actes qui sont réservés. Et pour les biologistes, ça peut être vécu comme un rapport de force qui leur est défavorable, alors que certains biologistes ont le sentiment qu'ils seraient vraiment capables de concevoir des ouvrages de génie végétal parce que justement, ils connaissent très bien les plantes et qu'ils ont aussi une expérience. Donc là, ils ont plusieurs stratégies. Ils peuvent soit investir les phytotechnologies, donc les phytotechnologies au sens, ce que je disais tout à l'heure, au sens où ça ne va pas avoir de travaux de structure, enfin, où ils vont utiliser que des techniques végétales et ils ne vont pas modifier le cours d'eau. Donc ça peut être par exemple des, je sais pas moi, un cours d'eau en milieu agricole, voilà, revégétaliser un cours d'eau en milieu agricole. Il y a une zone un peu grise aussi, il y en a un qui m'a dit on joue un peu au cow-boy, donc des fois c'est un peu limite aussi par rapport à leurs prérogatives. Donc ça c'est une stratégie, mais en fait qui est assez limitée parce qu'on tombe vite après dans les actes réservés des ingénieurs. La deuxième solution, ça va être de co-concevoir les ouvrages, donc de s'investir vraiment en tant que biologiste dans la conception des ouvrages, soit en travaillant en équipe avec les ingénieurs, soit ce que font certains biologistes, c'est qu'ils conçoivent les ouvrages, ils envoient leurs plans à des ingénieurs, les ingénieurs les signent, et donc ça les protège d'un point de vue légal, et en même temps, ils ont quand même bien participé à la conception de l'ouvrage. Et l'autre solution qu'ils ont, c'est vraiment de se positionner dans une optique de négociation et de négociation avec les ingénieurs. Donc ça peut être par exemple au sein du ministère des Transports. Il y a donc l'équipe des ingénieurs qui conçoivent les ouvrages et puis après ces ouvrages doivent être validés par les biologistes avant d'être soumis au ministère. Donc là, les biologistes essayent vraiment de bonifier au maximum les ouvrages, de les rendre les plus écologiques possibles et d'anticiper aussi les demandes réglementaires qui vont être faites après. Et après, ça se passe aussi au niveau des ministères. Donc là, les personnes qui donnent les autorisations pour les ouvrages, ce sont des biologistes. Donc là, ils peuvent aussi essayer de négocier pour avoir le plus de végétaux possible, des ouvrages les plus intéressants possibles d'un point de vue écologique. Après, il faut savoir aussi qu'en fait, dès qu'on retombe sur les questions de sécurité, de stabilité, de responsabilité, l'ingénieur dit bah, finalement, c'est moi qui suis responsable. Et le biologiste en face n'a pas forcément la légitimité, ni les connaissances non plus, parce qu'ils sont pas forcément, enfin, ils sont pas ingénieurs en structure. Donc voilà. Donc finalement, dès qu'on s'attaque à la question de la responsabilité, les discussions tournent un peu court. Donc finalement, on voit une grande différence entre les deux pays. Donc en France, il n'y a pas d'encadrement légal sur la pratique du génie végétal, alors qu'au Québec, le cadre légal est beaucoup plus clair, avec des enjeux forts qui peuvent persister de concurrence entre les professionnels. La dernière thématique que je voudrais aborder avec vous, ça concerne les paradigmes de gestion.
Donc, ce qu'on appelle paradigme de gestion, c'est un ensemble d'hypothèses de base sur le système à gérer, les objectifs de gestion et les moyens par lesquels les objectifs peuvent être atteints. Bon, c'est pas quelque chose, on le formule pas forcément comme ça dans sa tête, mais quand on discute un peu avec la personne, on arrive à savoir à quel paradigme de gestion il se rattache. Et ça, donc, en fait, quand j'ai discuté avec les gens, j'ai vraiment compris que faire du génie civil et faire du génie végétal, c'était deux choses totalement différentes. C'était vraiment très différent, pas forcément au niveau technique, mais il y avait toute une philosophie derrière qui était différente. La première différence, c'est concernant le calcul de la performance. En fait, le génie civil, l'objectif, c'est d'avoir une performance technique, donc de contrôler l'érosion. Et on va être aussi capable de prédire à l'avance la performance de ouvrage à travers des calculs théoriques, de la modélisation, il y a des ABAC, donc on est vraiment dans la prédiction de cette performance. Pour le génie végétal, d'abord, on a une approche intégrée de la performance. Donc oui, on cherche à contrôler l'érosion, mais on cherche aussi à avoir des bénéfices écologiques et sociaux. Donc c'est plus global. Et par contre, ce n'est pas possible de prédire à l'avance la performance de l'ouvrage. Ça dépend du site, ça dépend de l'interaction entre le sol, l'eau, la plante, le climat, le cours d'eau, etc. Donc, comme on ne peut pas le prédire à l'avance, la seule solution, c'est de faire des essais-erreurs. Donc, j'essaye un petit peu, je corrige, je fais des travaux correctifs, comme je disais tout à l'heure. Je ferai mieux la prochaine fois si ça ne tient pas. Donc, voilà, il y a vraiment cette approche empirique d'essais-erreurs. Donc, si on veut encourager le génie végétal, il faut déjà intégrer dans le calcul de dans l'évaluation de la performance les bénéfices écologiques et sociaux. Sinon, on va toujours considérer que le génie civil est plus performant que le génie végétal. Et il faut aussi mettre des projets pilotes sur des zones à faible enjeu, d'abord pour que les gens puissent s'entraîner et améliorer leur stratégie, et aussi pour convaincre, comme ce n'est pas possible de prédire à l'avance la performance de l'ouvrage, pour que les maîtres d'ouvrage nous croient ou les élus nous fassent confiance, il faut qu'on ait des exemples positifs à leur montrer. La deuxième raison, la deuxième grande différence entre le génie civil et le génie végétal, c'est le risque. Donc le risque, il est perçu comme moins fort pour le génie civil et il est perçu comme plus élevé pour le génie végétal, surtout dans les premières années après l'installation. C'est-à-dire que s'il y a une crue très forte dans les 2-3 années après l'installation de l'ouvrage, voilà, c'est un risque qui est majeur et ça, c'est un consensus parmi les professionnels. Tout le monde m'a dit la même chose. Donc en fait, si on veut encourager le génie civil, il faut vraiment renforcer la tolérance au risque, peut-être clarifier aussi le cadre législatif en France, hein, et aussi partager les responsabilités entre les concepteurs, les firmes et les donneurs d'ouvrage. Puisque tant qu'il n'y a qu'une seule personne qui assumera ce risque, évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il va chercher ceinture et bretelles. Alors que si le risque est mieux partagé, peut-être que collectivement, on arrivera à prendre plus de risques et à aller vers le génie végétal. Et enfin, la troisième grande différence entre les deux approches, c'est que pour le génie civil, on n'a pas la même posture professionnelle que dans le génie végétal. Donc en génie civil, on va être vraiment dans l'objectif de contrôler l'écosystème. C'est vraiment très caractéristique de la culture de l'ingénieur, c'est d'apporter aussi une réponse technique à un problème environnemental. En génie végétal, c'est pas du tout la même approche. C'est vraiment une approche où l'audace et l'humilité sont très importantes. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour la démarche et ses erreurs, il faut de l'audace pour essayer des choses qui n'ont jamais été faites. Il faut de l'audace aussi parce que c'est des risques. Mais il faut aussi de l'humilité pour se rendre compte de ses erreurs, pour s'adapter et pour faire mieux et corriger nos erreurs. Il y a aussi un autre point qui est marquant, c'est la convergence entre l'éthique personnelle et professionnelle. Donc, les gens ont l'impression de faire un travail qui a du sens pour eux. Ils ont l'impression parfois de participer à une mission ou de faire avancer les choses dans le bon sens. Donc, c'est un travail dans lequel ils mettent de leurs valeurs personnelles. Et pour encourager le génie végétal, il faut donc aussi soutenir les initiatives d'échange entre pairs, justement pour favoriser l'audace et l'humilité. C'est plus facile à plusieurs. Et aussi parce que comme c'est un changement vraiment de posture professionnelle, les échanges peuvent aussi les aider à changer de focale. Donc globalement, sur les paradigmes de gestion, donc ça c'est des paradigmes de gestion qui avaient déjà été identifiés dans d'autres papiers en littérature. Donc le paradigme dominant en ingénierie, c'est vraiment celui-là, prédire et contrôler. L'objectif, c'est de réduire l'incertitude au maximum et d'augmenter la prévisibilité des réponses aux problèmes. Donc, je suis vraiment dans le contrôle de mon écosystème et dans prédire la performance de mes réponses.
Et ça passe beaucoup notamment par la modélisation, par une approche théorique et par une approche de calcul. Pour le génie végétal, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas possible d'avoir cette approche-là. C'est une approche qui est beaucoup plus terrain. Et on va être dans la gestion adaptative. Donc j'expérimente et je raffine mes stratégies de façon itérative entre la théorie et le terrain. Et je m'adapte aussi en permanence. Et l'objectif n'est pas forcément de contrôler l'écosystème, mais de proposer une solution, de voir la réponse de l'écosystème et puis de s'adapter nous aussi en retour. Donc il y a une adaptation mutuelle entre l'environnement et nous. Donc ça, c'est une des raisons aussi majeures pour lesquelles... c'est là. Faire des techniques de génie végétal, c'est pas juste un changement technique, c'est un changement qui est beaucoup plus profond. Ça nécessite vraiment de changer de paradigme de gestion, de changer de lunettes, de changer notre façon de voir la rivière, de changer la façon de voir notre travail. Et ça peut expliquer aussi pourquoi c'est aussi compliqué de mettre en place le génie végétal, parce qu'il y a vraiment une inertie des pratiques et des représentations. Ce que je disais tout à l'heure, la culture de l'ingénieur, elle est vraiment individuellement ou collectivement ancrée en nous. C'est le paradigme qui est dominant depuis au moins un siècle, donc ça prendra du temps à changer. Et un des leviers majeurs, c'est vraiment d'encourager le partage d'expériences pour les communautés de pratique. Donc je conclurai très rapidement là-dessus, mais juste pour dire que dans les entretiens que j'ai eus, c'était vraiment, ça revenait très souvent en fait, le fait que les communautés de pratique aidaient beaucoup les personnes dans leur pratique quotidienne. Donc en France, c'est des communautés de pratique qui sont peut-être plus matures et plus structurées qu'au Québec. On peut citer l'ARA, par exemple, il y a aussi la GBio qui nous réunit aujourd'hui. L'AIGECO, mais il y en a certainement d'autres, hein. Il y en a aussi qui agissent au niveau plus local. Au Québec, donc, il y a la Société québécoise de phytotechnologie qui est justement en train de lancer en ce moment, là, depuis presque un an, tout un travail autour du génie végétal pour fédérer les acteurs. Et donc, l'intérêt pour les gens, c'est vraiment d'avoir un espace de dialogue entre les professions. Donc, on a bien vu hein, qu'il peut y avoir des enjeux de concurrence ou même d'incompréhension entre les différentes professions. Ça permet un apprentissage technique, mais aussi un apprentissage social, c'est-à-dire un apprentissage collectif qui ne va pas se faire individuellement, mais on apprend tous ensemble. Et puis, ça soutient aussi le changement de paradigme dont je parlais tout à l'heure. Ah, voilà. Et de ce que j'ai pu un peu identifier, j'ai un peu vu plusieurs pièges, ou en tout cas des clés de réussite. La première, c'est de dépasser un peu la chambre d'écho et de déjouer la sursollicitation, je dirais. Enfin, je ne sais pas comment le formuler, mais en gros, on a souvent les mêmes personnes quoi, qui s'investissent. Donc, en même temps, c'est des gens qui sont déjà convaincus par le génie végétal et en même temps qui sont très sollicités. Donc, l'objectif, ce serait vraiment d'élargir plus loin que ce noyau dur qui est déjà convaincu. La deuxième, c'est de partager aussi les échecs. Donc là, c'est l'ARA, ils sont très forts pour ça. Ils font des communautés de pratique où ils présentent souvent des projets qui n'ont pas marché. Donc là, c'était aussi au bord du Buèche. Je ne sais pas si vous voyez, là, les poteaux, c'était censé être des fascines qui ont été complètement déchaussés par le courant. Donc, ce n'est pas forcément très confortable pour les praticiens de montrer des projets qui n'ont pas marché, mais c'est beaucoup plus formateur en fait quand on parle de ces projets-là, parce qu'après, on ose aussi tous collectivement partager nos difficultés. Donc ça, c'est vraiment un levier d'apprentissage majeur. Et enfin, le dernier point, c'est d'encourager le partage malgré les enjeux de concurrence économique. Donc c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de firmes privées. Et donc, elles n'ont pas forcément envie, elles ont des fois un savoir-faire technique qu'elles ont acquis depuis longtemps et sur lesquels elles ont un avantage compétitif. Donc, la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on ne partage pas et comment mettre voilà, au service de tous des choses qui peuvent être aussi confidentielles ou en tout cas voilà, qui peuvent avoir un enjeu économique derrière. Je conclurai en présentant, donc si ça vous a intéressé, il y a plusieurs publications qui ont été faites. Donc ça, c'est les publications en France. Donc 2 articles scientifiques et un article plus court en français, voilà, qui se lit bien, qui est plus synthétique. Et au Québec, on est toujours en train de rédiger, c'est toujours très long les articles scientifiques. Mais il y a quand même cet article-là qui avait été fait mais avant le projet FLAG d'ailleurs, mais qui présente un peu les freins et leviers au génie végétal. Une synthèse de la littérature et puis le guide technique et réglementaire dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des remarques ou des questions, ce sera avec plaisir. Tout d'abord, un grand merci pour cette présentation qui était très intéressante sur ce partage en fait de pratiques transatlantiques.
Je pense que la commission des titres au Québec est plus efficace que celle en France, peut-être. Je ne sais pas si on peut dire ça. On a le droit de dire ça. Mais en tous les cas, ce que je peux dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'aujourd'hui, il y a la feuille de route du ministère de l'écologie qui est en train en fait, qui est l'axe de développement 2030, pour lequel, en fait, aujourd'hui en France, on est en train d'essayer de se professionnaliser là-dessus en mettant en place un guide de bonnes pratiques et autres sur ces techniques un peu de génie végétal. Donc, c'est un travail qui est en cours en France. On a peut-être un peu de retard par rapport au Québec, mais voilà, ça va venir, ça va voir le jour. Et je vais laisser Manuel prendre la parole parce qu'on a des questions. J'en vois au moins une. Et je dis bonjour, j'en profite pour dire bonjour à Juliette. Ça me fait plaisir que tu sois là, pour, qui était une ancienne intervenante sur un précédent webinaire de la GBio. Webinaire Juliette, qui est disponible sur la chaîne YouTube de la GBio d'ailleurs. On n'a pas fait de publication encore, mais vous pouvez voir l'intervention de Juliette Rousset. Juliette nous pose une question, je ne sais pas si tu la vois, Clémence. Est-ce que la limitation du littoral est basée sur les débits de référence? Donc ça, c'est pour ouais, la limite du littoral qui est utilisée en réglementaire, dans la réglementation. Alors là, je parle sous le contrôle de mes collègues écologues au Québec. N'hésitez pas à corriger. Donc la limite du littoral, en fait, il y a plusieurs façons de l'établir. On peut soit avoir une approche botanique qui va être basée sur les plantes. Donc on va l'établir sur le terrain en observant la différence entre, en gros, hein, les plantes terrestres et les plantes aquatiques. Il y a également une approche qui est plutôt basée sur la morphologie. Donc, on va observer encore une fois sur le terrain les cours d'eau pour voir des traces de cette limite littorale, par exemple des encoches d'érosion ou voilà, vraiment des, des marqueurs morphologiques. Et après, sinon, ce qui est utilisé, c'est des limites de crue, en fait. Donc, c'est des bits de référence. Bah, par exemple, les récurrences de crue 0,2 ans, par exemple. Voilà. N'hésitez pas à compléter s'il y a des Québécois parmi nous qui sont plus aguerris sur ça, mais je crois qu'en résumé, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques ou même un partage d'expérience. Vous voulez nous faire part je ne sais pas, de vos expériences personnelles. Alors, mis à part la proximité linguistique entre la France et le Québec, pour quelles raisons avez-vous choisi de comparer les perceptions du génie végétal entre ces deux territoires? Quel a été l'apport de votre comparaison dans votre travail? Euh, Pourquoi on a choisi entre la France et le Québec? En fait, il faut savoir que même par rapport au génie végétal, il y a des liens très forts entre ces deux pays, notamment parce que je pense que les Français ont été, bon, j'aime pas trop les termes en avance ou en retard, mais en tout cas, il y a une expertise qui s'est développée, pas qu'en France, mais aussi en Europe. On pense à l'Autriche, par exemple, à la Suisse, où il y a une expertise qui s'est développée autour du génie végétal. Et en fait, au Québec, ça a été développé pendant les années 80-90, puis il y a eu quelques échecs, et ça a un peu eu un effet décourageant pour le coup. Et donc, ça a été arrêté pendant plusieurs années. Donc finalement, il y a toujours eu ces liens historiques entre la France, puis l'Europe plus généralement, et le Québec. Et il faut savoir aussi qu'on est sur des niches vraiment scientifiques et même techniques, où en fait il y a très peu d'experts du génie végétal globalement dans le monde. Et donc c'est des milieux qui sont assez internationaux en fait. Euh, donc voilà, donc historiquement, il y a les chercheurs français, par exemple André Evette qui a encadré mon travail, travaille depuis longtemps au Québec, il est très connu aussi au Québec. Donc voilà, il y a vraiment des liens historiques entre ces deux pays. Euh, euh, Monique, tu dis la limite du littoral telle que décrite ici est le niveau moyen comme seuil pour instaurer le génie végétal. Est-ce que tu veux en dire deux mots? Ce sera peut-être plus... euh, Ah, mince, je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Euh, j'ai réactivé le son de... C'est bon, Ah, c'est bon, ok. c'est bon. Ouais. Merci. Donc Monique Poulain qui a aussi encadré mon postdoctorat à l'Université Laval. Ok, désolée, j'avais comme un... mais je voyais pas le petit micro à gauche, c'était un autre endroit.
Ben, c'était juste parce que tu as parlé de la ligne des Hautes-Eaux, la limite du littoral, qui est dans nos réglementations. Puis on a quand même beaucoup discuté ici au Québec avec des praticiens sur l'utilisation du niveau moyen, donc une limite un peu plus basse dans le talus de berge pour vraiment donner aux ouvrages de génie végétal vraiment son plein rôle, parce que si on dresse les ouvrages, si on met la végétation au-delà de la ligne des hautes eaux, ben, elle ne joue pas son rôle vraiment de stabilisation. Puis il serait possible, si on regarde les modèles naturels, d'abaisser l'endroit là, dans le talus de berge pour mettre des boutures ou des différentes techniques de génie végétal. Donc, c'était juste pour un complément parce que on n'avait pas abordé ça dans la présentation. Puis, je pensais que c'était important de peut-être, comme il n'y a pas des tonnes de questions, je me suis dit, ben, peut-être qu'on peut faire un complément là-dessus. Ouais, super, merci. Bah, c'est un des points qu'on avait discuté d'ailleurs pendant l'atelier, à se dire, Mhm. bah, cette limite du littoral, c'est pas une donnée, on peut la remettre en question aussi, on peut la rediscuter et voir ce qui a vraiment de la pertinence pour les poissons, par exemple. Euh, voilà, donc c'était un des moyens de faire avancer les pratiques de génie végétal. Merci. Clémence, je te permets la question de Coralie Beaumont, je ne sais pas si tu l'as vu, Ah oui, d'accord, ah oui, il y a deux endroits. Ok. à quel point un processus d'information des citoyens aurait pu améliorer la perception de la population face au génie végétal. Euh, Oui, alors c'est un peu à quel point le processus d'information des citoyens. Oui, bah ça on le voit très bien parce qu'il n'y a pas la même perception chez les experts et les non-experts. Donc il y a vraiment l'idée de se dire bah, si on fait de la sensibilisation, ça va améliorer l'acceptabilité du génie végétal. Alors c'est pas forcément vrai. J'ai pas présenté en détail, mais il y a un des projets sur lesquels j'ai travaillé qui était très très participatif. Et en fait, il faut savoir que les habitants, ils sont aussi, eux, dans des logiques, enfin, quand ils sont propriétaires, par exemple, ils sont aussi dans des logiques bah, de protéger leur habitat, etc. Et, euh, et donc, en fait, le projet qu'on a étudié, petit à petit, ils allaient vers la solution qui était peut-être la moins innovante d'un point de vue environnemental. Donc, au départ, c'était des solutions fondées sur la nature pour, par exemple, améliorer la rétention d'eau en amont du bassin versant. Donc ça, ils ont refusé pour des questions de servitude. Finalement, on leur a proposé de reméandrer le cours d'eau pour qu'il perde de la vitesse et qu'il y ait moins d'érosion. Également, ça a entraîné des pertes de terrain. Et donc, finalement, petit à petit, on est allé vers des solutions qui étaient peut-être des techniques mixtes, mais qui étaient peut-être moins innovantes d'un point de vue du génie végétal. Donc, voilà. Les citoyens, ils ont des fois aussi, ils sont aussi des fois dans des logiques de sécuriser leur habitat, etc., qui n'est pas forcément directement favorable au génie végétal. Euh, Ah oui, il y a Maxime Tisserand qui apporte une précision aussi. Début de crue récurrent dedans. Ouais, c'est ça, ok. Oui, il y a aussi d'autres. Donc, pour établir la limite du littoral, il y a aussi la cote maximale de réservoir de barrage et la limite de mur érigé légalement. Donc, ça, c'est quand c'est des situations avec des ouvrages plus artificialisés, enfin des cours d'eau plus artificialisés. Alors, Mitax, il y a une personne qui demande une question sur Mitax, mais peut-être qu'on peut échanger par courriel, ce sera mieux, mais je suis tout à fait... Enfin, ça me fera plaisir de répondre à ces questions pour Oussama. Il peut me contacter par courriel, puis je lui répondrai sur Mitax. Et ensuite, Charlène, est-ce que vous avez pu étudier les différentes échelles politiques et administratives liées à ce millefeuille de gouvernance de l'eau des projets de paysage en lien avec les SFN? Alors, oui, sur le millefeuille administratif. En France, on n'a pas trop creusé cette question-là. On l'a plus creusé au Québec. En France, on n'est pas trop allé sur cette question du millefeuille administratif. Mais il y a d'autres collègues qui ont travaillé sur les SFN liés à l'eau, notamment Johanna Guérin, qui a peut-être des choses intéressantes à dire là-dessus. Et pour faire suite aux méthodes d'entretien et d'atelier, quels conseils donneriez-vous pour dialoguer entre acteurs sur ces questions de perception des SFN? Les méthodes d'entretien et d'atelier, c'est une approche assez générale. C'est vraiment moi, ce que je conseillerais, c'est d'être dans une approche très empathique, en fait, parce que c'est vrai que c'est compliqué. On l'a vu, par exemple, quand on a organisé l'atelier sur la réglementation.
chaque point de vue est vraiment légitime. Bon, ça, c'est vrai pour toutes les méthodes participatives, mais c'est comme ça qu'il faut se positionner en se disant, bah, un analyste dans les ministères, son travail, il a une raison d'être et c'est des gens qui essayent de bien faire leur travail et heureusement qu'ils sont là. Sinon, ce serait juste n'importe quoi et voilà, chacun dégraderait les cours d'eau. Donc, heureusement qu'ils sont là. Et d'un côté, pour les firmes, c'est vrai que c'est des réglementations qui, pour eux, sont très contraignantes, qui ont un effet aussi décourageant et enfin voilà, qui peuvent être vraiment contraignants dans leur travail. Et une fois qu'on a mieux compris les contraintes de chacun, je pense que c'est là où il y a un espace de travail qui se positionne. Et après, moi, je dirais, sur les SFN, je trouve que le gros risque, c'est de les présenter on les présente comme des solutions gagnant-gagnant, zéro regret. Et encore, on les présente un peu comme des solutions miracles sur lesquelles tout le monde va être d'accord. Et en fait, c'est pas vrai, même si c'est des solutions qui sont très intéressantes d'un point de vue écologique et qui, au niveau social aussi, sont très intéressantes. On le voit pour le génie végétal, mais on le voit en général pour les SFN, c'est pas des techniques qui font l'unanimité. Enfin, c'est pas vrai. Et il y a forcément des perdants, et il y a forcément des pertes aussi au niveau écologique et au niveau social. Voilà, j'en parlais tout à l'heure, par exemple, des solutions de restaurer des bassins de rétention pour l'eau, par exemple, oui, c'est très intéressant, mais ça engendre des pertes de terrain. Et c'est rarement, quand c'est en haut de bassin versant, c'est rarement ces personnes-là qui sont concernées par l'érosion. Donc pour ces personnes-là, c'est juste des pertes, ils ne voient pas l'intérêt. S'ils se placent juste à leur échelle individuelle, ils ne voient pas l'intérêt. Donc moi, je donnerais aussi comme conseil de ne pas sous-estimer le potentiel conflictuel des SFN. Et toutes les différences de perception qu'il peut y avoir, toutes les implications économiques qu'il peut y avoir aussi, et qui pour certaines personnes peuvent être négatives, quoi. Parce que je pense que d'arriver avec un discours trop positif, on peut avoir du mal à dialoguer aussi avec les personnes qui sont plus directement concernées. Euh, ok. Euh, sinon- Ah, d'accord. Comment embarquer l'ensemble des acteurs et faire en sorte qu'ils se sentent plus concernés et intéressés? Ok. Bah, peut-être en insistant quand même sur tous les bénéfices sociaux. Je pense que là, ça vaut le coup aussi. Par exemple, sur le génie végétal, il y a tous les effets sur la santé mentale, par exemple, qui peuvent être vraiment positifs. On peut insister aussi sur les aspects liés aux pratiques. Voilà, que c'est aussi des espaces qui vont permettre de faire de la marche à pied ou de la méditation ou de l'observation d'oiseaux. Enfin, peut-être insister plus sur les bénéfices sociaux dans ce cas-là, pour que les gens se sentent directement concernés. Euh, On peut peut-être prendre la dernière question Ouais. de Simon Dufour et pour terminer la séance. Donc, il dit les résultats sont convergents avec des observations que nous avons faites dans l'ouest de la France sur les pratiques de restauration écologique des cours d'eau. Oui, mais très intéressant. Ben, le lien entre restauration écologique et génie végétal, en même temps, il est très évident dans certains cas quand on passe d'un cours d'eau très artificialisé. Moi, à Québec, il y a la rivière Saint-Charles, par exemple, qui avait été bétonnée. Donc, ils ont enlevé les digues de béton et ils ont revégétalisé. Donc là, on est vraiment dans du génie végétal pour la restauration. Il y a d'autres cas où c'est un peu moins évident parce que le génie végétal, ça reste de la stabilisation des berges, hein, donc on n'est pas dans l'objectif non plus 100% écologique de libre mobilité des berges. Mais il y a beaucoup de points communs en tout cas sur tous les jeux d'acteurs, sur la perception de la population, etc. Euh, Et oui, on a une dernière remarque sur oui, les enjeux entre amont-aval dans les questions de restauration avec un mode de compensation. Oui, 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 en effet, je pense que ce serait une façon de faire avancer ce genre de projet, de pouvoir compenser l'aval qui a des pertes par rapport l'amont qui a des pertes par rapport à des bénéfices en aval. Eh ben, écoute, Clémence, je te remercie à nouveau. On arrive à la fin de cette session de webinaire. Merci pour cet échange d'expertise qui était extrêmement intéressant. Je pense que ça donne des bonnes perspectives, y compris pour nos associations, à continuer à notre travail de mobilisation. On le rappelle dans la dernière slide, hein, c'est qu'on a besoin vraiment de bénévoles et d'adhérents pour porter haut et fort ce message et puis faire tout ce que tu as énoncé, en tout cas comme moyen en tout cas de faire entendre le génie végétal. On te souhaite une bonne continuation dans ton projet postdoc. Et juste pour vous indiquer que le webinaire sera disponible d'ici 15 jours sur la plateforme YouTube, le lien a été mis dans la discussion.
Voilà, merci à tous. À bientôt Clémence. Merci beaucoup pour l'invitation et bonne journée. À bientôt, au revoir.